Jetez l'ancre en voyage vous est présenté par Boisvert Kia. Parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau, pensez Boisvert Kia. Par Quai La Fantaisie, la référence depuis 1991. Et par OB Corbeil Marine, votre concessionnaire exclusif Lagoon. Salut tout le monde et bienvenue à cette toute première émission de la saison. Et on commence ça de belle façon puisqu'on va partir à la découverte des îles de la Guadeloupe et ça à bord de ce magnifique sauna 47 pieds de nos amis de chez Corail Caraïbes. Il sera piloté de main de maître par Elisabeth et Johan. Vous allez voir, vous allez les reconnaître, ils sont de prendre le vent. Alors bienvenue à Jeter l'ancre en voyage. Salut les amis! Bienvenue! Comme ça, monter à bord! Bienvenue, enchanté! Salut Véro! Ça va? Content de vous Bonjour. voir! Salut! Salut mon chum! Salut. Bienvenue chez vous! Merci! Allez, Il est bien beau ce bateau-là! De toute beauté. Ça vous tente de le visiter? Ben oui! Suivez-nous. Corail Caraïbes, c'est une compagnie de charter de catamaran de croisière exclusivement. On est répartis à majorité entre Lagoon et Fontaine-Pajot. On a aussi un petit peu de Nautitech et un XS 11 pour la partie Guadeloupe. Pour moi, les vacances à la voile, ça reste quelque chose, si je dois le définir en un seul mot, c'est exceptionnel. Exceptionnel parce que c'est vraiment une façon de déconnecter du monde réel. La première envie qui m'arrive, moi, quand je monte sur un bateau, c'est de prendre mon téléphone et de le jeter. J'ai plus envie qu'on m'appelle, j'ai envie d'être coupé et c'est ce sentiment de liberté qu'on vient rechercher. Liberté, il y a de l'aventure aussi parce que on navigue, il y a des conditions à gérer, on va pêcher. Alors selon la chance ou pas que vous allez sortir des poissons plus ou moins gros. On part sur 3 jours minimum, donc 2 nuits et 3 jours pour la location. Et après, ça va à la durée que les clients peuvent se permettre de faire. Pour avoir une navigation correcte, de visiter certaines choses, je pense qu'il faut compter 10 jours. Je vous avais dit que vous alliez peut-être les reconnaître en début d'émission. Elisabeth, Johan, merci d'être avec nous cette semaine. Si on commençait par le début, avant de parler de votre télé et de tout ce que vous avez fait, ça a commencé comment la passion pour la voile? C'est-tu toi qui as amené ton chum en bateau, toi qui as amené ta blonde en bateau? C'est plutôt moi qui l'ai amené avec moi. Ouais. Moi, j'ai vécu en fait en Guadeloupe sur un voilier. Et c'est là que j'ai eu la graine qui a germé. J'avais 14 ans avec mes parents. Sur un voilier, je jouais un petit peu avec la voilure, mais dès qu'il y avait un problème avec l'électricité, avec une pompe, hey, papa, maman, venez donner un petit coup de main. Je touchais à rien d'autre que ça. OK. Ouais. Puis toi, t'es embarqué dans sa folie. Oui, ben moi, j'ai toujours aimé l'aventure, les défis. Donc, la voile, ça me parlait. J'en avais jamais fait avant de le rencontrer. Mais ce mode de vie-là, proche de la nature, tout ça, je pense que je sentais que ça allait être un bon match. Et j'imagine que quand on navigue beaucoup ensemble, c'est là qu'on apprend à se connaître un peu plus. Exactement. Ça passe ou ça casse. Exactement. Parlons-en de Ça passe ou ça casse. Ça vous a amené à faire une série de télé où vous êtes parti, vous avez décidé de traverser comme ça l'Atlantique sur un voilier. C'est parti d'où cette idée-là? Moi, j'avais un rêve, c'était de traverser un jour à la voile un océan. Et j'ai quitté la Guadeloupe, j'avais 15 ans, pour vivre au Québec. J'ai un peu oublié la voile à ce moment-ci, puis il y a quelques années seulement, je me suis dit non, oublie pas ton rêve, c'est important de revenir à l'essentiel. Et j'en ai parlé à ma blonde, Elisabeth, j'en ai parlé à mon frère aussi, et on a aussi parlé à notre chien. En fait, oui. On l'a un peu embarqué de force. Hein? Oui, un petit peu. Il n'y avait pas trop son mot à dire. Donc j'ai acheté un voilier, un Jeannot 36, 1993, donc l'année de naissance d'Elisabeth. Et on a quitté le fleuve Saint-Laurent pour descendre l'estuaire, se rendre jusqu'aux îles de la Madeleine et traverser une première fois l'océan vers les Açores. Wow!
Comment tu as trouvé, toi, cette expérience-là qui avait jamais fait de voile? En Ouais. tout cas, pas trop. Bien, avant de se lancer quand même, j'ai fait un stage d'une semaine sur le fleuve Saint-Laurent au Québec, qui est une super école, le fleuve, parce que c'est un plan d'eau assez compliqué. Et je peux dire qu'après, je me sentais prête. Je ne sais pas si je l'étais vraiment. Je pense qu'on n'est jamais tout à fait prêt pour ce genre d'aventure, mais on est parti. Et puis, c'était pas facile, c'est plein de défis, mais c'est aussi plein de merveilles. Ben, en tout cas, je pense qu'on va avoir le temps de discuter de plein de choses au cours de la prochaine semaine. Tu vas nous faire découvrir chez toi les îles de la Guadeloupe. Ça va être cool aussi. Moi, ma passion, c'est le partage. Ouais. Et il n'y a pas plus beau que ça pour faire un voyage d'une semaine à la voile, d'être ici dans l'archipel des îles de la Guadeloupe. Destination assez proche les unes des autres. Ouais. On en parlait un peu plus tôt, on va voir plein de choses, plein d'îles, donc accroche-toi mon chum. J'ai bien hâte. Merci. Content d'être avec vous cette semaine. Très content que vous soyez avec nous. La marina est l'endroit idéal pour passer notre première nuit avant le départ. On profite des installations modernes, d'un accueil chaleureux et de tout le confort pour bien commencer notre aventure en mer. Fish on, fish on, fish on. Fish on. Voilà, voilà, voilà. Hop là, voilà. Johan, tu vas nous faire découvrir les îles de la Guadeloupe que tu connais un peu, je pense. Hein? Ben, je suis pas né ici, mais c'est tout comme. Tu y vis pas mal. J'y habite 6 mois par année et j'y ai déménagé depuis que j'ai 8 ans, avec une parenthèse de 20 ans au Québec quand même. Quand même. Donc, tu es un Québécois guadeloupéen. Exactement, on peut dire ça comme ça. Et là, il faut dire que ce sont les îles de la Guadeloupe, non la Guadeloupe, parce qu'il y a plusieurs îles et c'est ce qu'on va découvrir quelques-unes au cours de la semaine. Selon moi, les plus belles. Ah oui. Vraiment, on vous prépare un itinéraire de dingue. OK. Je t'assure, on part ici donc de Gosier. On va aller découvrir ensuite de ça l'île de Marie-Galante. On va passer 2 nuits là-bas. On va faire une magnifique traversée après vers les Saintes. Et ensuite, les Saintes, retour vers la Grande-Terre pour aller visiter et Sainte-Anne et Pointe-à-Pitre et retour à Gosier dans 7 jours. Et toi, si tu avais un spot en particulier, là, ça serait quoi? Wow, Alain, tu m'en poses une bonne. Là. Un spot, un coup de cœur? Ouais, un coup de cœur. Mettons, là. Mais ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui y vont. OK. On irait à l'île à Cabri, OK. aux Saintes. Je vais te faire découvrir ça, c'est sûr. J'ai déjà hâte. Cool! Ben, c'est le moment qu'on attendait, hein, Johan. Quand on décolle du quai la première fois, c'est toujours un moment fébrile parce que tu veux que tout fonctionne bien, mais c'est tellement un beau moment de sentir là, finalement, on quitte la marina. Je pense que le voyage commence maintenant là. Ouais, je pense que oui. La chronique bateau est présentée par OB Corbeil Marine, votre concessionnaire exclusif Lagoon. Vous aurez remarqué au début d'émission Lagoon comme partenaire de cette nouvelle série de Jetelangue en voyage. Yannick Aubé de OB Corbeil Marine. Oui. Tu es représentant pour Lagoon. Mais avant de parler de ça, je veux parler de toi parce que les gens te reconnaissent. Ça fait longtemps qu'on fait des émissions ensemble. Ça fait un bon 15 ans quand même, hein? C'est incroyable. Ça va vite.
Comment ça a commencé, toi, ta passion pour la voile? Tu as commencé tôt, je pense. Hein? Oui. En fait, je n'avais jamais été sur un voilier de ma vie avant. Je ne suis pas quelqu'un qui connaissait le nautisme comme tel quand j'étais jeune puis ado. Mais à l'âge de 20 ans, j'ai eu le rêve de partir en bateau. Je voyais ça comme la liberté, comme une façon là, de découvrir le monde. Bien, avec ma copine et qui est maintenant ma conjointe encore, et deux amis, on s'est rendu en Floride. On a acheté un petit monocoque à 8 000 $. On s'est pratiqué quelques semaines sur la côte et on est parti à l'aventure. Ça t'a amené à faire toutes sortes de choses à voile, dont devenir propriétaire d'une Navtour, que beaucoup de gens connaissent. Ceux qui font de la location de voiliers dans les Caraïbes connaissent Navtour, évidemment. On avait une cinquantaine de bateaux en gestion. Puis éventuellement, ça a été le temps de la vente. On était rendu à maturité. Puis là, je suis rendu retourner à mon compte, mais comme concessionnaire Lagoon. Ben oui, on va en parler dans les prochaines émissions de ça, mais je veux revenir sur ma destination préférée, les Exumas. Tu as passé beaucoup de temps là-bas. Oui. Pour moi, ça a été là, une grosse partie de ma vie. Je suis vraiment tombé en amour avec cette région-là du monde. J'ai développé là, je suis resté plusieurs années, on a fait des émissions ensemble, j'ai habité là. Même s'il y a de plus en plus de bateaux qui y vont, ça reste quand même assez retiré là, du tourisme de masse. Puis on est capable encore de pouvoir s'ancrer dans une baie là, sans personne autour, puis vraiment regarder le coucher de soleil tranquille avec l'île au loin. C'est très intéressant d'y aller encore. Là. Ben écoute, j'ai bien hâte de commencer à comprendre un peu plus ce que c'est OB Corbeil-Marine. Dans les prochaines émissions, on va en discuter. Bien content que tu sois avec nous cette année. Ça me fait plaisir, c'est vraiment le fun. Merci. Magnifique spot, hein? J'adore. Il y a de l'eau en masse ici, t'es correct? Ouais, on a 3 mètres de profondeur. Ah. On est en kata, hein? Ouais. On s'approcher proche encore. Êtes-vous prêts pour l'ancre? On est prêts. Alors, je fais une petite marche arrière et on va pouvoir y aller. OK, on peut y aller. Là, on vient d'accrocher. Parfait. C'est-à-dire qu'on est bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une bonne marche arrière. Ouais. On va s'assurer qu'on soit bien stable. On bouge pas. Parfait. Et en Guadeloupe, souvent les gens n'ont pas beaucoup de moyens, donc vont souvent pêcher avec pas grand chose. Une bouteille de spray-net, une bouteille d'eau, vont accrocher le fil autour. Puis je te jure que tu pêches plus avec des trucs comme ça qu'avec le gros moulinet à 800$, je te jure. Donc moi j'aime bien, tu sais quoi, les appâter en premier. Ah ouais? Ouais, juste voir s'ils sont bien présents. Un petit peu d'œuf le matin, tu sais. Ben oui. Pas juste nous qui mangons ça. Un petit déjeuner pour les poissons. Ouais. On attaque. On attaque. Canne à pêche homemade. Oh, fish on. Fish Yes. on. On l'a. Un coulis ouvre, une petite carangue. Une petite carotte. Ouais, mais elle tient bien quand même. Hein. Oh, wow! Hop là, voilà! Poisson! Je l'avais dit, hein? Je l'avais dit. Trop fort, trop fort. Donc effectivement, c'est un rhum qui est beaucoup plus fort que ce qu'on a l'habitude de boire, mais qui est bien meilleur. Il y a moins d'eau, donc il a plus de saveur. Quand on arrive au bateau à Marie-Galante, on peut se faire
véhiculé, soit en taxi, soit dans location de voiture, soit à scooter. L'île est reconnue par rapport à son charme. Et puisqu'on parle de l'île aux papillons, ah ben, peut-être que tout à l'heure, on verrait des papillons. C'est-à-dire que quand on arrive à Marie-Galante, on se sent envolé par le vent et c'est sans stress chez nous, la tranquillité totale. Quelqu'un qui se sent fatigué, il vient passer 3-4 jours à Marie-Galante, ah ben, il revient neuf comme 989. Marie-Galante, c'est l'île sans moulin. Malheureusement, à cette période, les moulins, en temps dernier, servaient à écraser la canne. Et la canne était transportée comment? La canne était transportée à la tête d'homme et à dos d'âne. Cette charrette-là a vu le jour en 1733. Aujourd'hui, il y a une seule charrette qui transporte la canne à la sucrerie. Tout le reste est en camion, en tracteur. La charrette a sa place dans le milieu touristique. Parce que tous les jours, quand je suis sur la route, un touriste à vélo ou quoi que ce soit voit la charrette, eh bien, il est en train de filmer. Parce qu'on ne trouve pas ça ailleurs. C'est seulement à Marie-Galante qu'on peut rencontrer les charrettes en train de fonctionner toujours. Les tractés par des bœufs, ils sont à côté. Hein. Marchez. Hey, santé, merci. La distillerie Bellevue apparaît sur les premières traces en 1680 et quelques. Le moulin à vent date de 1821, donc on sait qu'à l'époque on faisait du sucre et du rhum déjà. Puis elle a été reprise par la famille Godefroy en 1924 et elle s'est développée au fur et à mesure. Et puis on s'est associé avec un groupe qui s'appelle Bardinet. On est passé de la plus petite distillerie de la Guadeloupe à aujourd'hui les plus gros exportateurs et les troisièmes plus gros producteurs. Alors, la distillerie Bellevue de Marie-Galante a été la première distillerie aux normes environnement. Ça veut dire que tous les déchets et tous les rejets sont traités et valorisés pour ceux qui sont valorisables ou traités pour ceux qui ne sont pas valorisables. Par exemple, lorsqu'on va brûler la bagasse pour faire de la vapeur, on va récupérer les cendres de combustion qu'on va mettre en épandage agricole. Nous, on fait du rhum pur jus de canne, à la différence des rhums de mélasse, qui représentent 95% du marché mondial. Le rhum agricole, donc rhum pur jus de canne, c'est du rhum qu'on fait à partir de la canne broyée et du jus de canne fermenté. Donc il y a 3 étapes essentielles. La première étape, c'est le broyage. Le broyage consiste à écraser la canne pour récupérer tout le jus. On va donc récupérer le jus et on va envoyer dans la deuxième étape de fabrication qui est la fermentation. Donc on va avoir un vin qui va titrer entre 5 et 6% d'alcool et on va distiller, donc troisième étape, ce vin après fermentation pour récupérer l'alcool. Nous, on distille à la colonne à 76-78 degrés et après on va faire ce qu'on appelle la jonction d'eau, la réduction d'eau pour mettre au degré de commercialisation. Et l'habitude de consommation à Marie-Galante, c'est 59% d'alcool. Donc effectivement, c'est un rhum qui est beaucoup plus fort que ce qu'on a l'habitude de boire, mais qui est bien meilleur. Il y a moins d'eau, donc il a plus de saveur. Donc là, on a un double bâtiment qui est un bâtiment d'embouteillage et avec du stockage pour l'embouteillage et après embouteillage du stockage sec. Et on a le chai de vieillissement derrière. Donc, il y a des fûts de cognac, il y a des fûts de Bourbon. De Bourbon. Les fûts de 200 litres, c'est des Bourbons, et les fûts de cognac, c'est des 400 litres. Pourquoi? Parce que chaque fût va donner un goût différent et va apporter quelque chose de différent. Ce n'est pas les mêmes variétés de chêne, ce n'est pas les mêmes brûlages. Et donc, nous, on a un élevage avec les doubles fûts pour pouvoir faire des produits très particuliers. Et qu'est-ce qui fait qu'un rhum est vieux? Alors, il est vieux après 3 ans de vieillissement. Et on peut le vieillir jusqu'à combien d'années? Autant qu'on veut. Donc le rhum vieux, c'est un rhum qui a vieilli, qui s'est beaucoup concentré. On a 8% d'évaporation par an minimum, c'est ce qu'on appelle la part des anges. Donc c'est vrai que plus le rhum est vieux, plus il est cher, parce qu'il y en a de moins en moins tout simplement. Hubert, on a appris, c'est vraiment une classe de maître que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci infiniment de ta visite ici. C'est un grand plaisir, vous revenez quand vous voulez. On va revenir. Et on va surtout passer à la dégustation pour que vous puissiez goûter tous les produits. Allons goûter. Merci encore. Merci. Allez, merci. Quelle belle visite. Alors, on se retrouve devant la plantation de vanille. Comment ça commence tout ça? Ça part de quoi exactement?
vent, peut-être mettre un peu plus de gaz, c'est plus sympa. Allez, on peut choquer les coudes de voile. On y va. Ok, vas-y, on saute. Beau, un petit peu plus costaud, hein? Ouais, belle grand voile, hein? Ouais. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de surface là-dedans. Hein? Ouais. T'as assuré, moi, là. Toi aussi, bravo. Ouais. Merci de nous accueillir chez vous. On me dit que ça s'appelle Adou Maman. Adou Maman. Je me sens déjà très bien accueilli. Puis je pense qu'on va découvrir un endroit fantastique que les gens vont vraiment apprécier. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, on se retrouve devant la plantation de vanille. Comment ça commence tout ça? Ça part de quoi exactement? Après avoir planté, il faudrait attendre au moins 3 ans. 3 ans? Pour avoir la première fleur. Wow! Après la fleur, il faut faire la fécondation. Et vous, ça se fait manuellement? Vous êtes obligé de le faire vous-même? On est obligé de le faire. C'est une plante hermaphrodite, mâle-femelle à la fois. OK. Alors on doit, comme si on va faire un enfant. OK. Si la fleur ne tombe pas après 24 heures, c'est que ça a été bien fécondé. Et donc là, on verra la vanille tout doucement apparaître. Ça, au fur et à mesure, la gousse va grandir et après 9 mois, arrive à terme. 9 mois? C'est comme une dame. Pour vrai? Ouais. Celle-là a été fécondée ce matin? Ce matin. Ça commence à faire des gousses. Ça commence à grandir. Ça c'est des gousses? Gousses, des gousses, OK. Oui. Aujourd'hui, c'est sportif avec 25 nœuds. 25 nœuds en plus. Quand je te dis que la Guadeloupe, c'est pour tous les niveaux. Ouais. Autant les débutants parce que les distances sont courtes, que pour ceux plus intermédiaires et avancés comme nous aujourd'hui. Jetez l'ancre en voyage vous a été présenté par Boisvert Kia. Parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau, pensez Boisvert Kia. Par Quai La Fantaisie, la référence depuis 1991. Et par OB Corbeil Marine, votre concessionnaire exclusif Lagoon. Pour du contenu exclusif et revoir les émissions, visitez jetezlancre.tv, propulsé par Octantis.